Dans notre émission Totonga Congo. Vous nous suivez en direct sur la RTV. Je suis Astrid Djemba. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Yasuluka Luyali, un ophtalmologue. Ensemble, nous allons explorer des sujets importants liés à la santé des yeux et partager des conseils utiles. Merci docteur d'être là avec nous. Merci beaucoup, madame. Avant de commencer, pourriez-vous vous présenter pendant quelques minutes et nous parler un peu de votre parcours en ophtalmologie? Bon, je suis docteur Yasuluka. J'ai terminé la médecine en 1977. Après, on a fait l'ophtalmologie. J'ai terminé l'ophtalmologie en 1980. Donc là, je suis spécialiste en ophtalmologie depuis 1980. Et si vous voulez le savoir, je suis le tout premier ophtalmologue diplômé en Afrique noire. Et si pas en Afrique. Et puis, merci beaucoup. Après ça, j'ai fait des recherches, des études, j'ai fait beaucoup de publications, beaucoup d'innovations. Ici, on va parler seulement du champ visuel de façon générale, parce que c'est un sujet très important, parce que nous recevons beaucoup de demandes de champs visuels, et parfois, les bons ne sont pas explicites, et parfois, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on doit répondre, parce que comme les bons n'étaient pas vraiment explicites, il y a un peu de difficulté pour l'interprétation des résultats. Merci beaucoup, docteur. On a tant souvent parlé du champ visuel. Vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qu'un champ visuel? Bon, les champs visuels, c'est l'espace qu'on voit du coup. Oui. Par exemple, quand vous regardez devant, moi je fixe par exemple le ventilateur, mais à côté, je vous vois, je vois ce qui est après vous, derrière vous, à gauche et à droite, en haut et en bas. Tout cet espace-là, c'est ça qu'on appelle le champ visuel. Et en temps normal, c'est presque 80 degrés, 35 degrés, 35 degrés, 45 degrés et 90 degrés. Mais il y a des pathologies où ça peut se rétrécir et où ça peut, à l'intérieur du champ visuel, par exemple, je regarde devant, au lieu de voir les sacoches là-bas, les sacoches, je ne vois plus, ça devient aveugle dans ces zones-là. C'est ça qu'on appelle des scotums. Le champ visuel, c'est tout l'espace qu'on voit et il y a des anomalies dans ce champ visuel et ça peut être aussi normal. Wow. Cela semble très intéressant. Et comment est-ce que vous arrivez à l'évaluer? Le champ visuel peut s'évaluer de plusieurs manières. La première méthode, c'est comme je vous ai décrit là, la méthode manuelle. C'est-à-dire que vous demandez au sujet de regarder devant, vous êtes devant les malades, vous faites basculer quelque chose là, tout au long de la surface du champ visuel. Et vous voyez, on appelle ça champ visuel comparatif. Vous voyez si le malade voit autant que vous, en supposant que vous-même vous êtes normal. Parce que si déjà vous-même vous êtes anormal et votre champ visuel est rétréci, si le malade ne voit pas moins que vous, vous allez dire qu'il est normal, alors que normalement c'est vous au départ qui ne voyez pas bien. Ça c'est la méthode manuelle. Il y a aussi les méthodes mécanisées, c'est-à-dire avec des machines. Il y a des machines manuelles, les anciennes champs visuels de Goldman. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs modèles. On ne va pas rentrer dans les détails là-bas. Et puis maintenant, il y a des champs visuels automatisés. C'est-à-dire que vous mettez le programme, la machine fait tout ce que vous avez demandé de faire. Il cherche les limites du champ visuel, il cherche à l'intérieur s'il y a des zones où la rétine n'est pas assez sensible, où on ne voit pas carrément. Et tout ça, puis après, vous avez les résultats. Wow, merci beaucoup, docteur. J'ai vraiment pris le temps d'écouter ce que vous avez à dire. Ça vous arrive parfois de recevoir ce genre de cas-là chaque jour? Les champs visuels sont souvent altérés par le glaucome, des maladies du nerf optique, des maladies de la rétine, des maladies à l'intérieur du cerveau, tout ça, des choses comme ça. Alors, c'est quand même un examen de moi qui devait être fondamental. C'est-à-dire, chaque malade qui vient pour des problèmes de maux de tête, vertige, manque de concentration, déficit de mémoire, des choses comme ça, l'énervement, tout ça, les troubles du sommeil, on devait faire l'examen des champs visuels. En pratique, je pense qu'on reçoit quand même à peu près 5 malades par jour au minimum pour l'examen des champs visuels. Donc c'est un problème quand même assez courant. Oui, docteur, il y en a quand même qui peuvent avoir des vertiges. Il y a des gens qui peuvent avoir des vertiges et qui ne se font même pas consulter sans pour autant savoir que c'est en lien avec les champs visuels. Et quel est le conseil que vous pouvez nous procurer sur ça? Bon,
il y a deux aspects d'abord à votre question. La première question, tous les vertiges ne viennent pas des champs visuels. On peut avoir des vertiges parce qu'on a une diminution d'eau, on peut avoir des vertiges parce qu'on a une diminution de sang, on peut avoir des vertiges parce qu'on a un problème de système végétatif qui réduit la tension artérielle et l'humeur, tout ça. Et bon, comme ça peut être aussi un problème qui est en rapport avec les champs visuels, par exemple les troubles de la rétine, comme j'ai dit, les troubles du cristallin, parce que s'il y a une opacité au niveau du cristallin, ça va faire une opacité au niveau de la rétine, sa projection au niveau de la rétine. Ça peut être un problème de tumeurs dans le cerveau qui compriment ce qu'on appelle les voies optiques, soit comme ça, et c'est ça. Donc, pourquoi les malades ne viennent pas à l'examen? Il y a deux choses. Soit ils ignorent, soit d'aller chez un praticien qui ne songe pas à demander les champs visuels alors qu'il faut les demander, soit qu'il n'a pas les moyens. Parce qu'il arrive que les gens sont malades, ils n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs soins. Et ces genres de cas-là vous arrivent parfois, vous arrivent souvent? Les cas de manque d'argent. Par exemple, il y a manque d'argent, un patient. Je peux donner là, je donne seulement un exemple concret. Une fois à la clinique Bondeko, on a organisé ce qu'on appelle une journée ouverte, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a accordé, c'était un événement historique, là je pense que c'était l'anniversaire de l'ouverture du centre de Bondeko. Alors on a organisé une séance de gratuité. C'était prévu pour 2 jours. Alors, pendant ces séances-là, il y avait une file de malades qui dépassait juste la clinique Bondeko 7e rue, jusque dépasser la 13e rue. Vraiment. Les séances qui étaient prévues pour 3 jours, les autorités de l'hôpital ont eu pitié des malades, ils ont même prolongé ça sur 5 jours. Et il y avait toujours... Ouais, là quand même il y a la gratuité. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui... Donc le fait que les gens sont malades, ils n'ont pas l'argent de se faire soigner. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu ça aussi, tous ces éléments-là qui font que les gens ne viennent pas. Soit l'ignorance, soit une négligence, soit les moyens financiers pour accéder aux soins. Et c'était quoi la suite après avoir prolongé? On ne devait pas continuer avec la gratuité parce que l'hôpital doit fonctionner. Il faut payer les gens, il faut payer les taxes, il faut les frais de fonctionnement. Bon, là quand même on a parlé de la gratuité. Quand on parle de la gratuité, il n'y a pas moins de 100 personnes, il n'y a pas moins de la population, moins du nombre de la population que vous avez demandé. Vous allez toujours vous attendre à plus. Bon, c'est un peu ça. Bon, c'est ça, il faut... On fait un peu de charité, mais il faut fonctionner. Sans argent, on ne peut pas fonctionner. Il faut fonctionner parce qu'il arrive parfois un patient ne peut pas avoir de l'argent, mais il est sérieusement malade. Mais il est sérieusement malade. Vu qu'il n'a pas beaucoup d'argent, il y a des docteurs qui refusent même de leur donner des traitements ou encore de leur prescrire des médicaments juste parce qu'il n'y a pas d'argent. Bon, il y a deux aspects à cette question-là. Le premier aspect, c'est que normalement, quand le malade vient, s'il n'a pas les moyens sur place, on doit le servir d'abord et venir payer. Mais vous connaissez le système au Congo, dès qu'on a été servi, on oublie tout. Même quand on a l'argent, on ne vient pas régler ses comptes. Et l'hôpital tourne à vide. Ce sont des institutions qui demandent beaucoup d'argent. Il faut payer le personnel, il faut payer l'eau, il faut payer le courant, il faut payer les taxes, il faut payer ceci. Il faut renouveler le matériel. Et quand il n'y a pas d'entrée, on ne peut pas assurer tous ces fonctionnements-là. Mais quand même, il faut d'abord prioriser les malades. Mais quand vous avez déjà reçu 1000 personnes qui ont abusé, vous ne pouvez pas continuer parce que vous ne créez pas les moyens. C'est ça. Et puis le deuxième aspect, c'est quoi? Beaucoup de gens, même quand ils ont l'argent, ils n'aiment pas payer. Nous connaissons des gens qui ont beaucoup d'argent et quand ils viennent, au lieu de payer leurs frais, ils sont en mesure de payer le mec. Ils discutent plus que les pauvres. Vraiment. Alors, vraiment, oui. Bon, Donc, ils se plaignent, c'est trop cher. Ils veulent la gratuité, alors c'est lui qui a l'argent. Pourtant, les pauvres, eux, ils payent facilement. Donc c'est ça qui complique un peu les histoires. Peut-être que les gens riches ont besoin de l'épargne ou encore ils ne vont pas seulement utiliser l'argent pour c'est ça c'est leur psychologie. Comme on ne peut pas entrer dans leur Maintenant, qu'est-ce que vous proposez à ces gens-là qui ont l'argent et qui ne veulent pas
Non, mais la solution est simple, ils doivent payer. Ils doivent contribuer, non, parce que tout ça, ça demande de l'argent. Et puis les personnels qui travaillent, ils ont des familles, ils ont des frais. Et puis eux-mêmes aussi doivent vivre. Et quand l'argent n'entre pas, comment ils peuvent... Ce sont des personnes comme les autres. Ils ont besoin d'argent, beaucoup plus d'argent, parce que c'est un travail qui demande beaucoup plus de précautions, beaucoup plus d'attention. C'est le travail le plus délicat. Au Canada, par exemple, le médecin touche plus que le ministre. C'est parce que là, ils ont compris l'importance de la médecine. Et pourquoi ne pas préférer... n'avez-vous pas préféré de voyager plutôt au Canada pour bien bosser? Et d'abord, à mon âge, ça vaut plus la peine. Et puis, donc, nous voulons développer le Congo. C'est comme ça que notre émission s'appelle Totonga Congo. Ouais. D'accord, je vous comprends, c'est un bon vif. Il faut d'abord prioriser les Congolais. D'abord, servir le Congo. Ouais, je crois que c'est tout pour aujourd'hui dans notre émission Totonga Congo. On se retrouve à la prochaine. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions pour le public et tout. Donc, on va se retrouver prochainement avec les publics. Ok, ça va. Maintenant, vous avez d'autres mots à dire ou encore maintenant, nous allons rentrer dans les détails de ce que vous avez posé pour éclaircir un peu les situations. Et puis, vous pouvez rester là. S'il y a d'autres questions à poser, vous posez, comment dirais-je, contextuellement. Ça va, comme ça, moi je peux démarrer. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'introduction du champ visuel, planche numéro 1. On va parler de l'introduction à l'analyse du champ visuel. On y va, planche numéro 1, on passe à la planche numéro 2. Donc, ma définition du champ visuel, mademoiselle Aline, Astrid a déjà posé la question, mais comme c'est déjà prévu dans le programme, on va recommencer pour éclaircir les choses. Ma définition du champ visuel, donc, c'est le champ visuel et la totalité de l'ensemble de l'étendue que l'on voit naturellement et en un même instant. La définition livresque du champ visuel, un peu plus élaborée, le champ visuel est l'espace qui peut être perçu par un être humain à l'œil nu sans l'aide d'optiques ou de dispositifs de vision. Il s'agit de la zone que nous pouvons observer immédiatement autour de nous en fonction de notre position et de l'environnement. Naturellement, les champs visuels se déplacent avec la direction du regard. Structure du champ visuel. Les champs visuels. Le champ visuel est constitué. Le champ visuel est constitué de trois zones visuelles principales. La zone de la vision centrale qui est subdivisée en zone de la vision fovéolaire et de la zone de la vision maculaire. La zone de la vision paracentrale et puis en troisième lieu la zone de la vision périphérique. La zone de la vision périphérique est subdivisée en zone de la vision intermédiaire et de la zone de la vision véritablement périphérique. La structure du champ visuel est la suite. La zone de la vision centrale. La zone de la vision centrale. La vision fine, elle est destinée à la vision fine, détaillée et colorée et des mouvements fins. Elle comprend deux zones. La zone de la vision fovéolaire qui s'étend sur 1 à 2 degrés, c'est la zone de la vision la plus fine, gérée seulement par les cônes. Et deuxièmement, la zone de la vision maculaire s'étend du 3e degré à 8e degré. On la considère comme faisant déjà partie de la vision périphérique, gérée surtout par les cônes et quelques bâtonnets. Les cônes sont des structures qui sont dans la rétine, sont des cellules qui captent la vision, surtout la vision colorée. Il y a des zones spécialisées, des cônes qui sont spécialisés en la lumière bleue, qui sont plus sensibles à la lumière bleue, d'autres qui sont plus sensibles à la lumière jaune et d'autres qui sont plus sensibles à la lumière rouge. Ce sont ces trois couleurs qu'on appelle les couleurs fondamentales. C'est-à-dire que l'œil humain, dans l'arc-en-ciel, il y a des milliers de couleurs. Mais l'œil humain distingue fondamentalement trois couleurs. C'est à partir de ces trois couleurs, qu'on peut reconstituer toutes les autres couleurs qui existent. Par exemple, quand vous additionnez le jaune, le vert et le rouge,
ça vous donne le jaune. Quand c'est intense, quand la lumière est intense, mais quand la lumière est faible, le jaune et le vert et le bleu donnent le chocolat. Et comme vous pouvez mélanger par exemple le bleu et le rouge pour avoir le cyan. Et vous pouvez mélanger par exemple le vert et le bleu pour avoir le lime, ce qu'on appelle le lime. C'est ça. Donc les trois couleurs fondamentales là, donc sont perçues au niveau de l'œil par les cellules visuelles qu'on appelle les cônes. Ils sont spécialisés dans la vision des couleurs, dans la vision fine et dans la vision des nettetés. Tandis que, on continue d'abord parce que les bâtonnets, on va en parler quand il s'agit de la vision périphérique. Oui, Il y a donc, en deuxième position, la zone de la vision paracentrale, donc entre la vision centrale et la vision périphérique. Cette zone va de 30 degrés à 60 degrés du centre. Elle est intermédiaire dans ses caractéristiques entre la vision centrale et la vision vraiment périphérique qui est contenue entre 30 degrés et 90 degrés. Cette zone englobe la tache aveugle qu'on appelle le scotum physiologique qui est la projection de la papille du nerf optique et s'étend horizontalement de 12 degrés à 18 degrés en temporal et plus ou moins 3 degrés en supérieur et en inférieur, pratiquement à la projection du bout du nez. Donc c'est la planche numéro 6. Donc pour la vision paracentrale, donc c'est entre la vision centrale et la vision périphérique. On a vu que la vision centrale, c'est la vision, le centre de la vision nette et la vision colorée et de la vision des mouvements fins. Là, il y a plus de cônes, parce que c'est eux qui sont chargés de la vision des couleurs, parce qu'ils ont des pigments pour chaque couleur. Tandis que la vision périphérique, toute périphérique, là, c'est chargé seulement de la vision des mouvements grossiers. C'est-à-dire, quand vous regardez comme ça, vous pouvez voir plus les mouvements que les formes. La vision n'est pas nette, la vision est un peu brouillée, mais on détecte plus facilement les mouvements avec la vision périphérique. C'est comme ça que la nuit, quand vous regardez les étoiles à luminosité faible, si vous regardez directement comme ça, là vous regardez avec la vision centrale. Vous ne verrez pas les étoiles qui ont une intensité très faible. Mais quand vous les regardez avec une vision périphérique, vous les voyez pas net, mais quand même vous remarquez qu'il y a des étoiles là-bas. Parce que la vision périphérique est chargée, c'est plus sensible que la vision centrale. Là, c'est pour les objets qui ont une faible luminosité et surtout qui se déplacent. Donc, maintenant, la vision paracentrale, comme on l'a dit là-bas, c'est l'intermédiaire des deux. Donc, ça contient des cônes, les bâtonnets qui sont chargés de la vision nocturne. Ils sont plus sensibles à la lumière que les cônes. Les cônes, ils ont l'avantage de percevoir la vision plus nette et puis, parce que c'est comme ça qu'ils sont structurés dans la rétine, la vision nette, la vision des couleurs et les mouvements fins, bien détaillés. Tandis que la vision périphérique, là, c'est pour la lumière la plus faible. Et puis les mouvements grossiers. C'est comme ça que quand le conducteur conduit dans sa voiture, il peut facilement voir les gens qui sont au bord de la route qui veulent traverser. Mais il ne le voit pas net, mais il voit quand même qu'il y a un mouvement qui vient. Tandis que s'il veut bien voir, il veut avoir des détails de ces images-là, qu'est-ce qui est en train de venir, parce que la vision périphérique l'a détecté, parce que la vision périphérique est plus sensible pour les mouvements. Maintenant, pour voir la netteté, il est obligé de diriger les regards pour voir cet objet qui se déplace, pour être vraiment sûr de quoi il s'agit. Donc maintenant, on passe suivant, sur planche numéro 7, la zone de la vision périphérique dont on a parlé un peu ici. Cette zone s'étend normalement de la fin de la fovea, plus ou moins 3 degrés, jusqu'à la périphérie qui est à peu près 90 degrés. Donc, comme ça, la vision centrale c'est 3 degrés, de là jusqu'à 90 degrés ici, c'est la vision périphérique. Mais entre les deux, il y a ce qu'on avait appelé la vision intermédiaire. Cette zone s'étend normalement de la fin de la fovea jusqu'à la périphérie, mais les constructeurs, les analyseurs des champs visuels subdivisent les champs visuels en tranches de 30 degrés, ce qui nous donne ici la zone de la vision intermédiaire de 30 degrés, 60 degrés, et la zone de la vision vraiment périphérique de 60 degrés à 90 degrés. Planche numéro 8. Structure de la rétine. Stricto sensu, c'est-à-dire de façon vraiment stricte, on distingue anatomiquement et physiologiquement la fovea, le centre de la vision nette. On avait dit. Donc, quand vous le regardez au fond d'œil, vous voyez le point brillant. C'est le plus au centre de la fovea. C'est une tache un peu rosâtre. Alors au milieu là, il y a une tache très brillante, c'est la fovea. C'est là que se forme l'imaginaire, le centre de la vision nette. S'il y a une destruction à ce niveau-là,
vous ne verrez plus devant. Vous verrez la périphérie, mais devant, juste devant vous, vous verrez une tache noire. Ça devient aveugle. Parce que c'est là le centre de la vision nette et de la vision centrale. Et comme le centre de la vision centrale, c'est justement la fovea, la périphérie, ce n'est pas vraiment pour la vision centrale. Si vous avez une anomalie au niveau de cette zone-là, au niveau de... Quand vous allez voir la vision périphérique, vous ne verrez pas net. La vision deviendra un peu floue. Donc, vous savez quand même voir, mais pas avec la netteté. Donc, et puis, il y a la fovea, autour de la fovea, il y a la fovea, là, c'est la tâche la plus petite, il y a la vision la plus nette, là où il n'y a que des cônes. Et puis, il y a la fovea, qui est déjà un peu en périphérie de la fovea. Là, il y a un peu un mélange des cônes et des bâtons, mais avec prédominance des cônes. Donc, pour la vision de précision et la vision des couleurs. Et il y a la macula, là qui englobe les deux, là, qui entoure la fovea. Ici, on doit donner un petit avertissement, planche numéro 9. Jusqu'ici, nous avons parlé de deux tâches. La tâche aveugle, hein, c'est-à-dire qui est la projection. Il y a, quand l'œil capte les images, il doit les envoyer au cerveau. Pour les envoyer au cerveau, c'est comme un vos micro et tout ça, il faut un fil qui ramène l'information de la zone de captation jusqu'à la zone d'analyse. C'est la même chose. L'œil, c'est l'organe de captation. Quand l'œil a capté, il doit renvoyer les informations au niveau du nerf optique. Il n'y a pas de Wi-Fi à l'intérieur de l'œil et tout ça. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth. Ça se fait à l'intermédiaire des câbles. Le câble qui transmet les images de l'œil jusqu'au cerveau, parce que c'est le cerveau qui doit interpréter, c'est le nerf optique. Et maintenant, le nerf optique venant du cerveau, évidemment, il y a beaucoup des stations, des relais. On ne va pas parler de ça parce que c'est trop technique. Mais quand le nerf optique entre dans l'œil, il passe par une zone qu'on appelle papille du nerf optique. Cette zone-là n'a pas de cellules qu'on appelle cônes ou bâtonnets dont on nous a parlé, qui sont les cellules sensibles qui captent la lumière, qui convertissent la lumière en image. Donc, c'est ça qui fait qu'au niveau du champ visuel, la papille du nerf optique se projette sous forme de tache aveugle. Dans cette tache aveugle-là, on ne voit pas. On ne voit pas. C'est aveugle, comme on dit là. Donc, vous voyez partout, mais cette tache aveugle, on ne voit pas. Le cerveau, en se développant, a développé des techniques pour supprimer carrément cette tache aveugle-là dans sa comptabilité. Donc, quand vous regardez comme ça, vous ne pouvez pas sentir qu'il y a des zones vertes. Mais quand on va au champ visuel, quand on va isoler cette zone-là, le champ visuel remarquera qu'à cette zone-là, il n'y a pas de captation de la vision. Donc, c'est comme ça l'importance du champ visuel, ça détecte, comme je vous ai dit là, ça détecte la tache aveugle et puis ça détecte les scotomes, c'est-à-dire des zones de champ visuel où la sensibilité de la rétine est un peu moindre ou un peu abolie, carrément. Donc, nous avons parlé de deux taches aveugles, la tache aveugle. Nous avons passé de deux taches. La tache aveugle, qui est l'entrée de du nerf optique dans la rétine, où il n'y a pas de cellules visuelles. Et puis la tache jaune, qui est la foveole, qui est le centre de la vision nette. Bon, ça, c'était la planche numéro 9. On passe à la planche numéro 10. Les scotomes, définition. L'essentiel du champ visuel, de l'examen du champ visuel, c'est seulement pour détecter les scotomes. Les scotomes, comme je vous ai dit là, ce sont des zones de la rétine qui se projettent devant vous sous forme de champ visuel. Ce sont des zones de la rétine qui sont soit hyposensibles, c'est-à-dire leur sensibilité n'est pas suffisante. Ils sont inférieurs au seuil de la sensibilité. Soit que karma, ça ne fonctionne pas, ça ne voit pas. Alors on parle de scotome. Donc les scotomes, c'est l'essentiel de l'examen du champ visuel, détermination du champ visuel. Même, par exemple, dans les maladies comme le glaucome et la rétine pigmentaire, vous voyez là, il y a le rétrécissement concentrique de la vision. C'est-à-dire que la vision, au lieu d'être un long degré là-bas, la vision diminue progressivement, le champ visuel diminue progressivement jusqu'à devenir tunnelaire, comme on l'avait dit la fois passée. C'est-à-dire que vous voyez devant vous comme si vous regardiez à travers un tuyau. Tout ça est aboli. Donc, on parle de rétrécissement du champ visuel. Mais ce rétrécissement du champ visuel-là, on peut quand même l'assimiler à un scotome concentrique progressif, qui va de la périphérie, qui diminue progressivement jusqu'au niveau de la vision centrale, qui devient comme la vision tunnelaire. Pourquoi ce phénomène? Pourquoi tout disparaît, il reste un vision? Parce que les nerfs qui vont de la périphérie de la rétine et les nerfs qui vont de la foveola, la zone qui est chargée de la vision
précise, la vision nette et la vision des couleurs ne suivent pas le même trajet. Quand les nerfs de la vision périphérique, qui sont plus sensibles au traumatisme et aux lésions, commencent à se détériorer, au niveau de la fovea, les nerfs qui viennent de la fovea qui vont au cerveau, ces nerfs-là sont préservés parce que la nature fait tout pour préserver l'espèce. Donc, les mécanismes sont très utiles pour la conservation de la personne, de l'espèce. Ces mécanismes sont préservés. C'est comme ça qu'au niveau du champ visuel central, quand tout a disparu, il reste un niveau au niveau central de la vision précise qui donne l'impression de regarder à travers des tuyaux et on appelle ça champ visuel. Mais à la longue, ce petit champ visuel, ce petit kilo-là disparaît aussi. En ce moment-là, c'est la cécité. Bien sûr, c'est difficile à retrouver, à restituer, mais quand même, on arrive quand même à restituer ça. Oui, vous voulez poser une question. Qu'est-ce qui provoque cette disparition? La disparition, c'est facile à expliquer. Vous voyez, quand vous êtes assise là, à un moment, vous aurez ce qu'on appelle claudication. C'est-à-dire, vous commencez à sentir les pieds lourds. Pourquoi? Parce que les nerfs sont comprimés. Les nerfs sont comprimés, alors le sang ne circule plus bien. Vous savez que toutes les cellules sont nourries par le sang qui apporte les nutriments, les protéines, les vitamines, les enzymes, tout ça, le sucre, les éléments, et puis les anti, et puis l'oxygène. Donc maintenant, quand le sang ne circule plus bien, les cellules commencent à dégénérer. Quand vous laissez ça trop longtemps, ça finit par mourir. Et c'est comme ça qu'au niveau du champ visuel, quand les nerfs sont comprimés, soit par l'hypertonie, l'augmentation de la tension de l'œil, soit par une tumeur, alors ces nerfs commencent au début à souffrir. Ils souffrent, ils diminuent leur sensibilité, mais à la longue, si la situation n'est pas changée, ces nerfs vont mourir et faire de leur fonction. C'est comme ça qu'à la longue, puis ça commence à la périphérie. La périphérie est plus sensible parce que les nerfs qui viennent de la périphérie, ils sont tout autour de la papille optique dont on avait parlé. Donc, par où le nerf optique entre dans la rétine. Parce que là, c'est comprimé contre les os. Quand le sang ne circule pas bien, la proximité avec les os là fait que les nerfs sont un peu plus comme. C'est comme quand vous êtes assis, les parties qui sont contre les parties solides, ça souffre plus que les parties qui sont au-dessus. Parce que les parties qui sont contre les parties solides de la chaise, ça souffre plus. Et au niveau de l'œil, les nerfs qui sont tout autour des os de la papille du nerf optique, ça souffre plus et c'est comme ça que la destruction commence par le champ périphérique. Mais pour le champ central, les nerfs qui viennent de la foveola, ces nerfs-là, ça passe au centre, donc ils sont un peu plus protégés. C'est fait justement pour essayer de protéger l'espèce parce que la vision, c'est très important dans la conservation de l'espèce. Donc c'est ça. Donc ça commence par la périphérie et ça commence par ça se termine par le centre. Mais à la longue, quand la situation continue ne change pas, même ces nerfs-là qui sont au centre, ça finit par dégénérer et c'est la cécité totale. On arrive quand même à le parce qu'on ne doit pas déplacer le malade. Oui, il y a une autre question. On continue. Ouais, vous pouvez continuer. Donc, les scotomes sont des zones aveugles ou de moins de sensibilité dans les champs visuels. En plus de la tâche aveugle, ce qu'on appelle scotome physiologique, parce que c'est créé comme ça par Dieu, il y a toutes sortes de déficits du champ visuel appelés scotomes pathologiques, comme j'avais dit ça. On classifie les scotomes selon leur cause, leur manifestation, leur forme et leur localisation. Planche numéro 11. Planche numéro 11. Importance des scotomes dans le champ visuel. Donc, dans l'analyse du champ visuel. Les scotomes sont l'élément fondamental d'une exploration des champs visuels. En fait, l'exploration des champs visuels se résume essentiellement à la recherche des scotomes pathologiques. C'est ça, quand on examine quelqu'un, c'est pour chercher s'il est malade, déterminer d'abord s'il est malade, s'il n'est pas malade. Et s'il est malade, déterminer de quoi il est malade, la localisation de la maladie et l'importance, l'intensité de la maladie. On continue avec la planche. Même le rétrécissement concentrique périphérique qu'on rencontre dans un glaucome ou une rétinite pigmentaire peut être considéré comme un scotome pan-périphérique progressif. Planche numéro 12. Scotome 1. Première partie des scotomes. Planche numéro 12. Liste de quelques scotomes selon leur localisation dans les champs visuels. Nous avons d'abord le scotome falciforme de Bjero, qui est situé, on va seulement situer
ne pas entrer dans les détails là, techniques. Il y a le scotum gérum, scotum paracentro, scotum central, scotum centrocecal, le scotum de Seydel, et puis la tache aveugle dont on a parlé, l'émergence du nerf optique dans l'analytique, et puis les réseaux nasales. Ces histoires sont importantes, pourquoi? Parce que nous recevons par exemple les demandes d'examen de champ visuel. Si vous avez bien suivi le truc là, c'était ça, mais je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai quand même. Chaque type de scotum se rapporte à une maladie précise, à une pathologie précise. Maintenant, quand par exemple le médecin reçoit des malades, soit pour un glaucome, soit pour une rétine pigmentaire, soit pour une tumeur dans le cerveau, soit pour une inflammation du nerf optique, ou soit pour n'importe quoi. Maintenant, l'examen qu'on doit faire avec le champ visuel et même l'interprétation de ces résultats, ça dépend de la pathologie du malade. Donc, normalement, quand le médecin, le demandeur de l'examen fait un bon, il doit spécifier d'abord la maladie dont souffre le malade, pourquoi il a besoin de cette maladie, en rapport avec quelle maladie, et puis qu'est-ce qu'il veut chercher, qu'est-ce qu'il voudrait voir. Et puis en principe, là on parlera de ça prochainement, le protocole qu'on doit utiliser pour l'examen. Il y a plusieurs protocoles. Le protocole qu'on appelle par exemple threshold, c'est-à-dire le seuil, ça consiste à quoi? Par exemple, les champs visuels envoient un signal. Le signal pour être vu, quand vous prenez une aiguille, vous mettez juste sur la peau, soit vous ne sentez même pas. Vous sentez, il faut appuyer un peu plus. Et pour avoir des douleurs, il faut appuyer encore plus. C'est ça qu'on appelle le seuil. Donc, en dessous d'une certaine stimulation, d'un certain stimulus, en dessous de ça, on sent rien. Donc, au niveau du champ visuel, quand l'intensité de la lumière projetée dans l'œil du malade est trop faible, le malade ne va pas le percevoir. Alors, on doit chercher le seuil, c'est-à-dire l'intensité minimale qui permet de stimuler la réaction de la rétine, c'est-à-dire à créer une sensation lumineuse. Ça, on parle de seuil. Maintenant, ça c'est quand on a besoin de connaître la sensibilité de la rétine. C'est-à-dire, spécifiquement, c'est sensible à partir de quel décibel de lumière, quelle intensité de la lumière. Comme j'ai dit, il faut que vous appuyez superficiellement, si vous en faites, si vous en faites encore plus. Donc ça, c'est comme l'intensité. Mais par exemple, on peut faire par exemple le screening. C'est-à-dire, vous laissez-moi savoir s'il y a quelque chose ou pas. Là, maintenant, on utilise un stimulus un peu plus fort que le seuil, un peu plus fort que le seuil, mais c'est fixe pour tous les points de la rétine. Parce que normalement, chaque point de la rétine a sa sensibilité, donc son seuil. Donc maintenant, ça c'est pour le faire sur le seuil. Quand on veut seulement faire un dépistage, on utilise un stimulus qui est valable pour toute la surface de la rétine. On sait que ça va réagir à n'importe quel niveau de la rétine. Ça c'est pour le dépistage. Donc une intensité un peu plus forte que le seuil. Et puis il y a d'autres protocoles, on n'est pas encore là, on va en parler plus tard. Alors le médecin qui demande doit préciser la maladie pour laquelle il a demandé le champ visuel, il doit préciser quel genre de scotum on doit chercher, et il doit préciser le protocole de l'examen, c'est-à-dire au niveau de la machine, on va choisir quel programme qui fait l'analyse, parce que chaque programme fait son analyse en fonction de chaque maladie. Et puis l'interprétation. Donc c'est comme ça que c'est important de connaître ces histoires des scotums falciformes, même gérum, de tout ça paracentral, scotum Seydel, les leçons de ça. C'est pour qu'il y ait une, comment dirais-je, harmonie entre le médecin qui demande l'examen et le médecin qui va faire l'examen. Parce qu'après, le protocole doit aboutir sur le même résultat. C'est comme quand vous allez au laboratoire, vous voulez mesurer par exemple la glycémie. À un moment donné, le malade a une glycémie donnée. C'est par exemple 98 mg par décilitre, ou bien pour ça. Mais si vous prenez le même échantillon de sang, prélevé au même moment, à la même place, vous faites ça avec plusieurs machines, chaque machine va donner son résultat. Mais c'est le même échantillon. Mais les résultats, la concentration du sucre dans le sang n'a pas changé. Mais pourquoi chaque appareil donne des résultats différents? Donc c'est comme ça que quand le médecin demande un champ visuel, nous devons harmoniser. Le médecin demandeur doit avoir les mêmes vues que le médecin qui fait l'examen pour que les résultats soient sûrs, pour qu'il n'y ait pas de disparité. J'espère que vous avez compris. Oui. Continue. Planche numéro... Vous avez bien compris? Oui, j'ai très bien compris. C'est pas trop technique.
planche numéro 13, scrotum 2. Classification des scrotums selon leur manifestation. Planche numéro 13. Classification des scrotums selon leur manifestation. On a parlé des scrotums, c'est-à-dire des zones où la rétine est un peu hyposensible. Là, il faut par exemple un éclairage de 2 bougies. Il faut l'éclairage de 5 bougies pour que la rétine puisse voir. Donc, ça, on parle de scrotum relatif. Comme ça peut être un scrotum absolu, c'est-à-dire qu'au lieu que la rétine nécessite une intensité plus élevée, même à n'importe quelle intensité, même s'il regarde de soleil, il ne fera toujours pas. Donc, c'est ça le scrotum absolu. Donc, ce scrotum, que ce soit relatif ou absolu, il y en a qui se manifestent à leur façon. C'est comme on a des scrotums blancs, c'est-à-dire, quand vous regardez, brusquement, il y a des zones qui paraissent comme des brouillards là, blancs. C'est ce qu'on appelle scrotum blanc. Ce sont des scrotums irritatifs. Et il y a des scrotums noirs, c'est-à-dire, brusquement, certaines zones deviennent noires, ça s'obscurcit. Ce sont des scrotums par abolition ou par obstacle. C'est-à-dire, soit que la rétine ne fonctionne plus, c'est l'abolition, soit il y a un objet devant, à l'intérieur de l'œil. Il y a un caillot de sang, par exemple, entre l'entrée de l'image dans l'œil et au niveau de la rétine qui doit capter l'image qui vient de l'extérieur. Entre les deux, s'il y a un caillot de sang, il y aura un champ visuel un peu vide là, le scrotum. C'est ça qu'on appelle scrotum par obstacle. Il y a un obstacle qui fait que l'information lumineuse n'arrive pas à la rétine. Il y a aussi des scrotums qu'on appelle scintillants, c'est-à-dire tout autour on voit un peu comme des lumières là, ça fait un peu des zigzags, des histoires comme ça. Et souvent ce sont des signes qui, ces planches numéro 13, ce sont des signes qu'on voit souvent dans la migraine ophtalmique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les scrotums, pouvez-vous nous dire la différence qui est entre les scrotums noirs et blancs? Des expressions? Non, pour ceux qui ne connaissent pas mieux la différence entre les scrotums comme on avait dit, les scrotums blancs, blancs, on voit des taches blanches. Au lieu de voir par exemple la chaise là-bas, à la place de la chaise, je vois comme de la fumée, quelque chose comme ça. Comme s'il y a une lumière qui sort là. C'est des scrotums. Ce sont des scrotums blancs. Et le scrotum noir, c'est l'abolition de l'image. Au lieu de voir par exemple la lumière là, le tube, à la place on voit le noir. Et puis le scrotum scintillants, c'est ce qu'on a dit, ça fait comme des fluctuations là, des zigzags, comme des zigzags, tout ça, comme des étincelles. Il ne faut pas confondre maintenant scrotum et quoi là? J'avais dit quoi? Bon, ça vient là. Ouais, on va avancer. Pardon. Bon, donc, planche numéro 14, quelques autres scrotums arciformes. On avait vu dans la liste des scrotums, ça c'est un peu très technique. On va sauter ça. Bon, on va citer seulement comme on a fait la planche numéro 14. Il y a des scrotums arciformes, c'est-à-dire sous forme d'arc. Ça c'est souvent dans les glaucomes. C'est les glaucomes qui reflètent la pathologie la plus fréquente qui a des manifestations au niveau du champ visuel, c'est le glaucome. C'est-à-dire la dégénérescence du nerf optique qui fait qu'à la longue, on commence à perdre les champs visuels et jusqu'à la fin, on perd même les champs. Il y a d'autres pathologies, la rétine pigmentaire, des maladies du nerf optique et puis des maladies dans le cerveau. Donc, ceux qui donnent des champs arciformes, qu'on rencontre souvent dans les glaucomes, des arciformes, il y a des scrotums fasciculaires, des scrotums paracentraux. Donc, les scrotums centraux, c'est quoi? Là, on a parlé de fovea, c'est-à-dire la zone où l'image nette se forme. C'est-à-dire, quand vous regardez, pour voir net, vous devez positionner l'axe visuel, c'est-à-dire le faisceau qui vient de l'objet que vous voulez voir. Ces faisceaux-là doivent coïncider avec la fovea, doivent tomber au niveau de la fovea. C'est le centre de la vision nette, la vision des couleurs et des mouvements fins. Alors, si cette zone-là est atteinte, vous verrez du noir parce qu'il n'y a plus de sensibilité à ce niveau-là, il n'y a plus de sensibilisation. Vous verrez une tache noire au niveau central. C'est ça qu'on appelle scrotum central. Et là, on vient directement à l'œil. Pardon?
on devient directement avec. Non, à son avis, à part le champ visuel central, il y a le champ visuel périphérique. Vous ne verrez plus le champ visuel central, vous ne verrez plus le champ visuel central, mais vous verrez le champ visuel périphérique. Or, le champ visuel périphérique n'est pas chargé de la vision nette, c'est plus chargé de la vision des mouvements. Donc, quand vous avez un scotome central là, par déficience au niveau de la fovea, là, vous perdez la vision nette. Et vous, au niveau là, dès que vous voulez regarder quelque chose avec précision, cet objet disparaît. Mais ça tombe dans un scotome, dans une zone noire de non-fonctionnement. Vous voyez en périphérie, mais la périphérie n'est pas chargée de la vision nette. Vous voyez une image floue en périphérie. Donc, en fait, vous perdez la vision nette. Donc, vous pouvez voir, mais pas avec beaucoup de détails. Le scotome altitudinal, bon, on lui dit qu'il reste 5 minutes, je pense que c'est ça quelque chose à ajouter. Non, vous pouvez continuer. Scotome altitudinal correspond à une perte de vision dans la moitié supérieure ou inférieure du champ visuel. C'est souvent dans les atteintes vasculaires ou nerveuses, qu'on peut voir aussi dans le décollement de la rétine. Bon, autre type de scotome, non nécessairement aciforme. Comme ça, c'est trop technique et puis c'est un peu long. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là-bas et on va continuer la prochaine fois dans la même rubrique. Merci beaucoup, docteur, pour vos conseils. Merci. Ouais. Je suis Astrid. Ouais. Merci beaucoup pour vos conseils et j'espère que ça sera aussi utile à travers les téléspectateurs et ils vont s'en servir de ces conseils-là. Je crois que pour aujourd'hui, on s'arrête là parce que c'est pas fini pour aujourd'hui avec les champs visuels. On va se retrouver à la séance prochaine et répondre à toutes les questions que les téléspectateurs auront à poser. Merci beaucoup de nous avoir... Donc les téléspectateurs peuvent poser des questions directement pendant l'émission. Ouais. Ceux qui sont intéressés peuvent venir aussi sur le plateau pour poser des questions directement. À la prochaine séance, peut-être qu'on sera ici avec l'interaction avec ceux qui vont poser en dehors de l'émission, vous enregistrer et puis vous amener à la prochaine séance. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct sur la RTV et on se retrouve à la prochaine séance. Voilà, je vous remercie aussi. Au plaisir. Vous avez un mot à ajouter? Comme ce n'est pas encore terminé, de tous les mots là, on fera ça à la fin de la rubrique. Merci beaucoup. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ça.